Bonjour Hugo. Bonjour, Tu es, content d'être là. Tu es étudiant. Oui, c'est ça. Alors, du coup, je suis actuellement étudiant à la licence pro jeux vidéo de Bobigny. Je suis plutôt en train de valider mon diplôme. Là, on a fini notre année, donc actuellement en stage jusqu'à fin septembre. Globalement, je suis parti donc au lycée d'une première terminale S, parcours scientifique, pas spécialement mon domaine, mais j'ai tenté en me disant que ça m'ouvrirait des portes. Ça m'a permis après du coup de rejoindre la filière MMI, donc que je visais depuis que je l'avais repéré en fin d'année de première. Filière MMI, métier du multimédia et de l'internet, que donc j'ai suivi ici même à l'IUT de Bobigny. On fait globalement plein de choses qui touchent au multimédia, principalement au web, donc pas mal de programmation, etc., mais aussi beaucoup de design graphique, un peu d'audiovisuel, de la communication liée au web, aux réseaux sociaux, etc. Donc pas mal de choses vachement enrichissantes pour évoluer du coup avec les nouvelles technologies, etc. Et donc ça pouvait s'inclure dans potentiellement une poursuite dans le jeu vidéo. Donc à l'issue de mon DUT, j'ai candidaté à la licence pro jeux vidéo. J'ai eu l'honneur d'être pris. On n'est pas automatiquement pris à la licence professionnelle jeux vidéo de l'IUT de Bobigny parce Exactement. qu'on vient de l'IUT de Bobigny. Donc là, on avait vachement de gens. Il y en avait très peu de régions parisiennes. Il y en avait, je sais pas, le site de Lille, de Bretagne, de la Marne, du sud de la France, des choses comme ça. Donc on vient un peu tous de partout. Donc c'était aussi vachement intéressant parce que ça permettait d'avoir des profils variés en termes non seulement de culture, que ce soit culture générale ou culture du jeu vidéo, mais aussi de formation, parce qu'il y avait beaucoup d'élèves qui étaient issus de MMI comme moi, parce que le MMI c'est un parcours assez logique pour aller vers la licence pro, si on n'a pas d'études de jeux vidéo avant. Mais il y en a qui ont fait des écoles, par exemple d'informatique, de tech, tout ça. Il y en a qui ont fait plus voilà, des écoles de communication. Après, il y en a quelques-uns aussi qui avaient déjà fait un petit peu de jeux vidéo auparavant. Je pense par exemple à des gens issus de l'ICANN ou de Gamagora à Lyon. Mais globalement, même pour ces gens-là qui ont déjà fait du jeu vidéo avant, l'année était vraiment très enrichissante, que ce soit en termes de connaissances, parce que comme on touche un spectre très large en licence pro jeux vidéo, et pas que du game design et du level design, même si c'est quand même le cœur et c'est ce à quoi on vise après la licence, ça permet voilà, de toucher un spectre très large, d'avoir des compétences dans plein de domaines et des connaissances aussi, de tous les métiers avec lesquels on va être amené à travailler. Voilà, aussi beaucoup de projets, beaucoup de choses comme ça qui vraiment fournissent une expérience qui est très intéressante en licence pro jeux vidéo. Cette année, alors, elle est assez dense. Très dense, plutôt, ouais. Au début de l'année, donc, on nous introduit à énormément de matières différentes qui tournent autour du jeu vidéo. Au début, voilà, on nous introduit vraiment qu'est-ce que c'est que travailler dans le milieu du jeu vidéo. On nous fait vraiment une approche un peu de débutant, et c'est bien parce qu'on remet tout le monde sur une même base un peu. Donc le début de l'année va être plutôt calme, entre guillemets. C'est à ce moment-là, je pense qu'il faut en profiter un maximum pour faire des choses de notre côté. Parce qu'après, ça se densifie au fur et à mesure. Arrivé en décembre, on commence à nous dire janvier, février, mars, ça va être très intense et à raison parce que janvier, on a un gros projet de level design, projet très intense. Après, on enchaîne presque directement sur le début des projets tutorés, ce genre de choses. En parallèle, on a aussi la recherche de stage, donc il y a vraiment tout qui s'enchaîne à cette période-là. Donc c'est une période qui est quand même assez intense où il faut apprendre à gérer et ce qui est bien aussi, j'en profite pour en parler rapidement, c'est qu'avant l'arrivée de ces grosses périodes de projets, de rush et tout, on a été quand même sensibilisé, j'ai parlé tout à l'heure d'intervention, des problématiques de santé mentale, tout ce qui est lié au crunch, tout ce qui est lié voilà, au burn-out et toutes les problématiques qu'on peut rencontrer. Mais dans le jeu vidéo, c'est très important et il y a une culture en fait autour de ça, dans la production de jeux vidéo, autour de tout ce qui va être le crunch, faire travailler énormément, faire des heures pas possibles et pour sortir à temps en jeu vidéo. Voilà, on a été sensibilisés à ça auparavant et ça nous a permis, pour certains, d'être armés en fait et de vraiment faire très attention au cours de ces projets qui sont des projets étudiants qu'on a eus, de pas justement trop se laisser dépasser et se dire il faut absolument que je termine mon truc, voilà, trop essayer de faire parfait et au final du coup avoir des gros problèmes de temps et de santé mentale et de pas se sentir bien à la fin de la licence. C'est-à-dire que voilà, grâce aux armes qu'on a reçues pendant la licence, on a pu, en tout cas pour beaucoup, s'en sortir indemne et vraiment fier et content du déroulement de notre projet et de ce qu'on a rendu à la fin, quoi. Parle-nous des game jams. Donc, ce que c'est qu'une game jam déjà, donc c'est
la production d'un jeu vidéo, le plus souvent à l'état de prototype ou de ce qu'on appelle un vertical slice, c'est-à-dire une tranche verticale, si je dois imager rapidement, tranche verticale d'un gâteau, on a tout l'ensemble du gâteau, de son goût, de ses saveurs, dans une seule tranche et pas sur l'ensemble du gâteau. Et c'est ce qu'on va essayer de retranscrire avec un vertical slice d'un jeu vidéo. On va essayer de montrer au maximum tout ce qu'est le jeu vidéo sans faire tous ses niveaux, toutes ses mécaniques dans l'intégralité. On montre qu'est-ce qui fait l'essence de notre jeu. Ça va durer souvent entre des fois 1 jour pour les plus courtes, des fois plus 3 jours, c'est le plus commun, c'est des jams de 3 jours. Ces game jams, ce qui est très enrichissant, c'est que ça nous permet de nous mettre dans la peau d'un designer ou de n'importe quel autre métier du jeu vidéo pendant du coup ce court laps de temps, de se consacrer à fond uniquement à ce projet, d'avoir en plus un truc à mettre sur notre portfolio après, d'apprendre le travail d'équipe, l'organisation, dans la rapidité, dans l'urgence, sans non plus, encore une fois, rentrer dans cette problématique de crunch, etc. Voilà, les jams, c'est vraiment un truc à faire, je pense, quand tu veux travailler dans le jeu vidéo. Si tu veux te préparer à poursuivre là-dedans, créer ton book et tout, donc c'est vraiment bien. On a fait une jam, alors pas directement jeu vidéo, mais jeu de société pendant une semaine, qui a été organisée avec le Fab Lab Ludomaker à l'université de Villetaneuse. Et on a pu créer notre propre jeu de société en une semaine. Donc l'intégralité boîte, cartes, pions, livret de règles. Et voilà, à la fin d'une seule petite semaine, on a été capable de fournir un jeu jouable qu'on a pu présenter en jury. Et c'était vraiment super sympa, super intéressant. Et après, le fait que ça soit la première jam, c'est à la fois bien parce que ça nous permet de nous initier à la création sans directement avoir besoin des compétences en programmation, design, etc. qu'on n'a pas forcément encore acquis. Mais du coup, on commence pas directement dans le jeu vidéo. C'est ce qui peut un peu refroidir et faire bizarre au départ. On se dit, on est là pour faire du jeu vidéo et seulement 1 mois après le début des cours, on nous met dans le jeu de société. Mais ça s'avère très enrichissant sur la suite. Et après, donc, on a une autre jam en partenariat avec Télécom Sud Paris, c'est ça, et Télécom Sud Paris. LCA. C'est ça, avec donc la promotion Jean, donc qui font aussi du jeu vidéo, mais plus côté tech. On a pu collaborer avec des gens qu'on ne connaissait pas du tout, qui ont des compétences complètement autres que les nôtres. Il y a eu aussi une jam qui était à Angoulême, qui était qui était un événement extérieur organisé par l'IUT. Où celle-là, du coup, c'était une jam qui était en 1 jour pour le coup. Enfin, j'ai été 2 jours sur place, 2-3 jours sur place, mais globalement, c'était vraiment 1 jour, genre du midi au midi du lendemain, où fallait qu'on réfléchisse sur un concept de jeu. Et en fait, ce qu'on avait à présenter à la fin, c'était pas un jeu terminé, c'était vraiment un concept. Donc c'est bien, ça entraîne vachement le game design à faire pondre un concept très rapidement, à proposer quelque chose d'intéressant, d'innovant. En plus, c'était dans une problématique de serious game, donc c'est pareil, c'est une introduction à un nouveau type de jeu qui est quand même assez différent de ce qu'on peut envisager à la base quand on va dans le milieu du jeu vidéo. Et après, dernière jam que j'ai fait donc dans cette période de septembre à décembre, c'était début décembre à Montpellier. Cette fois, très grosse jam, la Gacha, donc organisée en collaboration avec Ubisoft, un des plus gros studios mondiaux et plus gros studios français si je dis pas de bêtises. C'est vraiment que des expériences très différentes en termes de jam qui ont tous été très enrichissantes, qui m'ont apporté et contacts et compétences et découverte aussi d'autres métiers. Parlons un peu de jeux vidéo si tu veux bien, ouais. de jeux proprement dit. Oui. Si tu étais un personnage de jeu vidéo, tu serais lequel? Alors j'aurais une réponse un peu nuancée entre guillemets à apporter. Si moi, là, actuellement, dans ma personnalité, comment je suis, je serais un personnage de jeu vidéo, je pense que, je sais pas si ça parlerait à tout le monde, mais je serais un Octaling de Splatoon, qui sont en gros des petits personnages un peu personnifiés, à moitié poulpe, calmar, tout ça. Et en fait, ils vivent du coup dans un monde assez coloré, ils se battent avec de la peinture, ils font des compétitions, ils écoutent vachement de musique de plein de styles différents. Et moi, c'est un truc qui me plaît beaucoup, j'adore la compétition, je suis très gros joueur de Smash Bros. J'aime beaucoup tout ce qui est coloré, un peu vif. Je suis quelqu'un quand même d'assez dynamique dans l'idée au quotidien. Et j'adore aussi la musique, c'est vraiment quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Donc ça ce serait plutôt moi en tant que personne. Mais du coup ce qui est intéressant c'est plus, là on parle de jeux vidéo, et moi en tant que joueur, à quel genre de personnage je m'identifie plus. Et souvent il y a un peu 2 grandes classifications. Il y a les gens qui ont besoin que leur personnage ait une grande personnalité forte à laquelle ils vont pouvoir s'attacher, s'identifier, raccrocher des points de leur personnalité à eux et se dire je vis l'expérience avec cette personne. Moi, ces personnages-là, je les identifie plus comme
des amis plus ou moins proches, voilà, ou je sais pas, de la famille, des amis, vraiment des personnes proches, mais pas à moi-même. Moi, j'ai plus de facilité du coup à m'identifier à une deuxième classe de personnages qui sont plutôt les personnages qui sont des réceptacles pour le joueur. Donc je vais prendre un exemple classique parce que je suis un grand fan de Zelda et c'est un des plus connus. Link, personnage voilà, qui est muet, qui est fait pour être un vaisseau pour le joueur dans le monde et qui permet de s'immerger. Et moi c'est plus à ce genre de personnage, donc je dirais Link en tant que joueur que je m'identifie. Tu disais tout à l'heure, tu faisais une distinction entre le personnage qui te ressemble le plus, mais par ailleurs les personnages que tu as envie d'incarner. Donc c'est pas forcément la même chose, c'est-à-dire qu'on peut, ou alors c'est deux modes de jeu, on peut jouer en venant dans le jeu, en y amenant son identité, ses valeurs, ou alors on peut jouer en prenant temporairement, se mettant dans la peau d'un personnage qui ne nous ressemble pas. Alors bien souvent, on va quand même plus dans le jeu vidéo essayer d'apporter sa touche, mais à travers quand même le personnage qu'on incarne, c'est-à-dire que bien souvent, c'est quand même le personnage qui va être central dans notre évolution, dans notre progression dans le jeu vidéo. Voilà, même si le personnage, c'est nous qui l'incarnons, c'est notre personnalité, en fait, on va rarement modeler le monde dans lequel on évolue à notre manière. En fait, on va plus le découvrir en tant que joueur, le découvrir à notre manière, certes, et donc le percevoir d'une certaine manière qui est la nôtre. Mais si j'ai bien compris votre question, c'est est-ce qu'on peut voilà, amener sa propre touche dans le jeu vidéo. Et c'est pas le plus commun des jeux vidéo, ça peut se faire et ça peut être intéressant en termes de game design, mais c'est pas la base, c'est pas la norme dans le jeu vidéo. Souvent la norme, ce qu'on cherche à faire ressentir aux joueurs, c'est voilà, le transporter dans un monde en utilisant un personnage qui va être d'une des deux sortes dont j'ai parlé, donc soit un personnage à personnalité très forte, soit un personnage vaisseau pour le joueur, et ensuite lui faire découvrir notre monde, et soit on va se dire lui faire découvrir de manière très linéaire, en voulant exactement qu'il vive le jeu comme nous on l'a pensé peu ou prou, soit au contraire lui donner plein d'outils pour qu'il découvre le jeu et l'univers qui lui est proposé à sa manière et qu'il évolue dedans à sa manière. Mais très rarement, en tout cas j'ai pas d'exemple qui me viennent en tête, on va donner des outils au joueur pour lui dire tu construis ton monde dans lequel tu as envie d'évoluer. Ça c'est un peu rare. Même dans les jeux bac à sable comme Minecraft ou ce genre de choses, on est quand même dans la découverte d'un univers, donc dans cette voie que j'ai indiquée là, parce qu'on t'offre des outils pour créer ton monde, certes, mais en fait, les outils, tu vas devoir les découvrir et te les approprier avant de pouvoir créer quelque chose avec. Derrière cette idée d'en faire un métier, de devenir game designer, il y a peut-être une volonté justement de modeler les personnages et pas simplement de les prendre comme véhicule pendant un temps donné. C'est qu'il y a l'aspect joueur et l'aspect créateur, et ça c'est deux choses qui sont très différentes, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'être joueur pour être créateur, et quand on est joueur on n'est pas du tout créateur. Il y a des gens qui adorent jouer et qui ne seront pas forcément très friands de créer, ou qui se diront peut-être qu'ils sont aptes à créer parce qu'ils ont beaucoup joué. Il faut se renseigner, il faut être au courant de ce que c'est que travailler dans le jeu vidéo, de l'essence de ce que fait un jeu vidéo, et comment est-ce qu'on passe de joueur à créateur. Et pas simplement se dire je connais les jeux vidéo donc je serai capable d'en créer. Est-ce que Hugo, tu vas continuer dans le monde du jeu vidéo? Est-ce que tu sais déjà dans quel métier? Moi j'ai toujours voulu faire du game design et à l'ordre du jour ça n'a pas changé. Avec les diverses expériences que j'ai eues, c'est vraiment là-dedans que je veux me diriger. Donc actuellement j'ai déjà un pied dans le monde du jeu vidéo, je suis donc en stage dans une boîte pour résumer brièvement qui s'appelle donc Ikigai Games for Citizen. Donc nous on fait du serious game, donc justement je l'ai évoqué un peu tout à l'heure, le serious game c'est très particulier parce que donc ça se rapproche de tout ce qui est la gamification, etc. Transformer une pédagogie, une manière d'apprendre, voilà, des sujets qui sont à la base pas forcément très adapté aux jeux vidéo, très adapté à jouer avec ou à un dispositif ludique, quoi. Et donc transformer ça en expérience ludique, une expérience agréable et une expérience qui va aussi apprendre des choses parce que c'est la base, mais du coup pas apprendre simplement en lâchant des informations, mais apprendre à travers les mécaniques, à travers l'expérience qu'on va avoir. Donc ça va être beaucoup du jeu éducatif, mais aussi beaucoup de jeux à but de sensibilisation aux thématiques actuelles. Donc il va y avoir entre autres le climat, l'inclusivité, ce genre de choses. Et là je vais arriver sur
un projet un peu plus conséquent dans lequel je vais être l'unique game designer, donc ça va être un plus gros challenge et ça va être vraiment très intéressant. Donc c'est une première expérience qui est vraiment top, une porte d'entrée super dans le jeu vidéo pour plein de choses, et aussi parce que c'est du coup une association à la base, Ikigai, donc c'est indépendant, on fonctionne comme un studio indépendant de jeux vidéo. Et moi, l'indépendance, c'est ce vers quoi j'ai envie de me diriger. Donc du coup, ça va parfaitement dans mes valeurs, dans mes envies au niveau de mon travail plus tard. Depuis pas longtemps, j'ai aussi le projet de pourquoi pas développer une deuxième compétence à côté du game design, qui est donc la musique. Globalement, c'est pas comme les devs qui vont avoir beaucoup de travail tout au long de la production. Nous, on va intervenir énormément au début, mais après, quand ça commence à être en milieu fin de production, en fait, on commence à être un peu plus inutile. Et moi, je trouve ça un peu dommage. Et je me dis, ça pourrait être vachement une valeur ajoutée, du coup, d'avoir une deuxième compétence. Très bien, merci beaucoup Hugo. Avec grand plaisir.